Hello, my name is Gilles Debizet with Frédéric Wurtz and François Ménard. We are pleased to inaugurate this series of bilingual and international webinars dedicated to framework, practice, and tools for energy communities and self-consuming collectives. Bonjour, je suis Gilles Debizet et avec Frédéric Wurtz et François Ménard, nous avons le plaisir d'inaugurer ce cycle de webinaires bilingues et internationaux consacrés au cadrage, aux pratiques et aux outils des communautés énergétiques et des collectifs autoconsommants de l'énergie. So, the first question is, who are we? And I let Frédéric Wurtz explain it. Frédéric? Frédéric, nous ne t'entendons pas. Frédéric, il faut mettre ton micro. Alors, il faut peut-être retirer le mien. Je vais fermer le mien. Je crois qu'on a un petit souci avec le micro de Frédéric qui va prendre la parole dans quelques instants. We have a little technical problem with the microphone of Frédéric Wurtz, who will speaking in a few seconds. Do you hear me? Yes. Okay. Sorry for the technical problem. I'm Frédéric Wurtz. Thank you, Gilles, for this introduction. So here you have the outline of this first session. We will, in the first time, describe who we are. After that, we will explain why this cross-disciplinary conference. After that, we will have a talk and a discussion with Bruno Bessy that will be presented by François Ménard. And we will end this introduction session by giving you some information about the conference, the scope and research focus, the scientific organization community, and we give you some information about the conference in practice. So first of all, who are we? The two co-chairmen of the conference are Gilles Debizet, that belongs to the University of Grenoble Alpes, and I, Frédéric Wurtz, I am a CNRS researcher. And we are, in fact, co-directors of the EcoCESA cross-disciplinary program, which is at the initiative of the conference. So we will give you some information about this program. In fact, this program is taking up the challenge of climate change. It looks at the renewable energy and call into question the historical functioning, centralized and unidirectional of networks. And we study now the emergence of new direct exchange between buildings and communities at the neighborhood scale. So the objective is the local valorization of energy as local at district scale, on this interdisciplinary program wants to study with an interdisciplinary view what this new problematic arises as a question that concerns social question, territorial question, policy questions, but also technical question. And that's why we aim to rethink the planning, the design, the management and governance of urban energy systems, as well as the design of their components by jointly taking into account human decisions and technical systems. That's why this program, here you have the organization of this program.
that means to produce concept, models, tools, methods. Here you have the link, so we invite you to have a look to this program. We go from sociologic studies, especially in front one, in which we study systems to involve occupants of connected buildings. We study emerging behaviors from individual to communities. We also look at the interaction between modeling between buildings and grids. We look at architectures for integration of on-the-spot renewable, and we have a transversal front regarding the integration of components into we look at materials that can be used to build the components and the systems. Here you have some research field view. Here, especially, you had this video. I hope you had a look on it, in which we describe typically how we see the problem. Here, this video introduces really what is the problem of collective autoconsumption and how we look to this problem in an interdisciplinary way. We also work on fields. We have results like tools, like here, that open source tools that allows stakeholders to modelize, optimize, and help the stakeholders to take decisions. And we have also interdisciplinary works like this work, which is a Transect developed with urban researchers and researchers working with a geographic view, and in which we try to understand what are the stakeholders and what is the interaction from a territorial, geographical, and stakeholders' point of view on a field which is here the peninsula of Grenoble. So that's all for me. I let you discover again this program, and now the talk is for you, François. I let you introduce and talk. Thank you, Fred. So I will speak in French. Apologize for that, but I hope you will get what I say. So the slides, as I'm speaking in French. So who are we? What are we doing? Why do we support this webinar? What do we expect from it? It's what the question I will answer in these few minutes from now. Donc, je m'appelle François Ménard, je travaille dans un organisme qui s'appelle le PUCA, le Plan Urbanisme Construction Architecture, qui est un organe interministériel qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et qui dépend à la fois du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui est donc en charge des politiques publiques de transition écologique au niveau national et en lien avec les collectivités. Et c'est un organisme qui est aussi à l'intérieur du ministère de la Cohésion des Territoires. C'est le ministère qui est en charge des politiques d'habitat et de logement, et donc qui, avec les collectivités, participe à l'aménagement du territoire à toutes les échelles, mais cet organisme est aussi lié au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans la mesure où on y contribue à la recherche scientifique, et il est lié au ministère de la Culture, qui est en charge du patrimoine architectural et de l'enseignement de l'architecture. Donc c'est un organe interministériel, et slide suivant. Et qui fait-on dans cet organisme? Eh bien, on y conçoit, on y soutient, on y oriente des programmes incitatifs de recherche finalisée dans le champ de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement, des politiques urbaines en général et des pratiques urbaines.
Les principaux objectifs de ces recherches finalisées sont d'éclairer les politiques publiques, d'améliorer la compréhension de leur contexte, de contribuer à leur évaluation et d'identifier les tendances émergentes dans la vie urbaine et dans les pratiques professionnelles. Et donc, vous comprenez l'intérêt que nous avons pour ce cycle de webinaires, parce que, donc, bien évidemment, c'est inclus dans nos missions de soutenir les initiatives de chercheurs qui apporteraient un éclairage à des tendances émergentes et à des politiques publiques locales. Et donc, pour nous, ce webinaire est pertinent au regard d'un contexte qui se caractérise aujourd'hui par des transformations réglementaires et législatives, avec tout récemment en France l'élargissement du périmètre des installations d'autoconsommation collective, qui était très restreint et qui aujourd'hui s'ouvre à des périmètres plus larges, le fameux périmètre de rayons kilométriques dans les espaces urbains, et qui va sans doute être élargi beaucoup plus largement en zone rurale. Le contexte, c'est aussi la transposition dans la loi française des directives européennes, j'ai l'image qui vient de partir, des directives européennes sur les communautés d'énergie, les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable. On aura l'occasion peut-être de s'en redire un mot. Et puis c'est également l'explosion en France des projets d'initiatives citoyennes ou portés par des petites collectivités, depuis les territoires énergie positive jusqu'aux centrales villageoises, des coopératives de fourniture d'énergie jusqu'aux projets de crowdfunding, et avec aujourd'hui l'émergence d'autoconsommation collective d'électricité, ce qui est un petit peu nouveau dans un vieux pays centralisé comme le nôtre. Et autre élément qui nous paraît justifier ce séminaire, eh bien, c'est aujourd'hui encore l'absence trop fréquente de communication entre ces différents projets en regard de leurs approches, de leurs méthodes et de leurs effets, de leurs bénéfices pour la collectivité et leurs effets en matière de CO2 évité. Et ce dialogue, nous espérons l'avoir entre nous en France, mais aussi avec l'ensemble des chercheurs et intervenants étrangers qui participent à ce webinaire. Enfin, nous avons besoin, sur ces sujets-là, d'une approche scientifique et d'un dialogue acteur-chercheur. Et nous espérons que ce séminaire permettra de le réaliser. Et donc, si je passe au slide suivant, voilà, dernier. Donc, je disais, ce que nous attendons de ce webinaire, eh bien, ce sont des échanges, de nombreux échanges, nous espérons, un dialogue riche, des résultats dont certains d'entre eux sont exploitables pour l'action publique, et de nouvelles perspectives interdisciplinaires dans la recherche et dans les politiques publiques, ou en tout cas des politiques publiques inspirées par ces approches multidisciplinaires. Donc, moi, je me réjouis de la tenue de ce webinaire, et j'espère que nous aurons des échanges fructueux. Voilà, j'en ai terminé. Et merci et mes excuses pour les auditeurs anglophones. Gilles et Frédéric, c'est à vous. Je ne vous entends pas, je vais fermer mon micro. Oui, je passe la parole à Gilles, qui va normalement présenter cet aspect de pourquoi cette conférence interdisciplinaire, notamment d'un point de vue sciences sociales. Gilles, c'est à toi. Oui, vous m'entendez? Oui. Are you listening me? Yes? Okay. Thank you, François Ménard. Now we will introduce the scientific perimeter of the seminar. I will speak first in French, then I will summarize in English my propos. Bon, alors, des questions premières à se poser, c'est qu'est-ce que nous entendons par communauté énergétique?
Il se trouve que depuis une dizaine d'années, il y a une littérature relativement abondante, une littérature surtout internationale plus que française, relativement abondante sur les communautés énergétiques. Plusieurs fronts dans le champ de la sociologie, dans le champ des sciences politiques, des régulations, mais aussi dans le champ de l'ingénierie où le terme commence à être pris et fait l'objet donc du coup de propositions d'outils. Alors si on essaie de regarder quelle est cette définition, comment ce terme est défini dans la communauté, on voit qu'il y a un accord sur je dirais une partie de la définition, hein, c'est-à-dire considérer les communes énergétiques comme un ensemble d'acteurs qui vont partager un objectif commun ou un projet commun relatif à l'énergie. Ça, c'est je dirais le socle commun. Après, je trouve que les cas d'application qui sont présentés, voire les définitions qui sont données, sont relativement hétérogènes, et on pourrait dire, ou non définies. Non définies en termes d'envergure de la communauté énergétique. Hein. On trouve des papiers qui en parlent à partir de quelques membres, d'autres qui englobent, qui utilisent ce terme pour qualifier des communautés qui vont rassembler plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de membres. Indéfini aussi en termes d'échelle spatiale, ce qui peut aller d'un bâtiment de quelques unités d'habitation jusqu'à un pays. Indéfini, et ça c'est encore plus fort, en termes de degré d'institutionnalisation, puisqu'on peut trouver aussi bien des collectifs très informels, sans règles, sans statut juridique, que l'usage du terme pour qualifier des autorités publiques, ou bien encore pour qualifier des réseaux sociaux digitaux. Des champs d'action qui sont, ce qui concerne l'énergie, assez variés, puisqu'on a des communautés énergétiques de production, des communautés énergétiques de fourniture. On aura d'ailleurs ces deux présentations demain matin, présentation pour chacune de ces types de communautés énergétiques. Et puis, plus fréquemment ou plus récemment, l'usage du mot communauté énergétique est associé à l'idée de partage de l'énergie. Voilà. L'autre grande caractéristique qu'on peut trouver très présente dans les sciences sociales, c'est des discussions autour de principes sociopolitiques qui caractériseraient les communautés énergétiques. Il y a une relative convergence pour dire que il y a un système de délibération mais avec des discussions sur quelle est cette délibération. Est-ce que ça va être une délibération, je dirais, démocratie, un peu démocratie élective, un membre, un vote. D'autres suggèrent que ce doit plutôt être une organisation sociocratique, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme d'auto-organisation avec une répartition de la décision, c'est-à-dire une capacité à confier à d'autres sous-collectifs, sous-groupes, des prises de décision. D'autres encore mettent en avant une forme holocratique, c'est-à-dire toujours une auto-organisation, mais l'absence de hiérarchie, ce qui suppose d'ailleurs, en général, une relative formalisation des délibérations, puisque il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de délégation à d'autres groupes ou à d'autres entités. Voilà. Alors, est-ce que ces principes se retrouvent dans toutes les communautés énergétiques? Non, pas du tout, puisque on a un certain nombre de papiers, notamment du monde de l'ingénierie, où cette préoccupation du mode du processus de décision n'est pas présente. Et finalement, on a le terme communauté énergétique peut être utilisé simplement dès lors qu'il y a
un engagement mutuel entre plusieurs acteurs. Et engagement mutuel peut prendre diverses formes juridiques ou diverses formes sociales. Voilà. En tout cas, donc vous voyez, finalement, c'est un champ relativement ouvert encore dans la littérature scientifique internationale. Maintenant, sur le plan plus médiatique, et là, je vais peut-être centrer mon propos davantage sur la France parce que j'ai pas suivi ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. On pourrait dire que le terme, l'expression communauté énergétique est un slogan assez porteur dans le champ politique et dans le champ médiatique depuis près d'une dizaine d'années, ou à peine une dizaine d'années. Qu'est-ce qui se cache implicitement derrière, puisque là, on n'a pas toujours des définitions qui sont données. La première, c'est le fait que les citoyens puissent agir et participer à une décision collective. Ça, c'est sans doute ce qui est commun dans les utilisations politiques du terme en France. Un deuxième élément qui est commun, mais qui n'est pas toujours explicite, c'est le partage d'objectifs environnementaux, donc de préservation de l'environnement et bien entendu du climat. On voit avec une certaine efficacité environnementale. Alors, quand je dis bien entendu le climat, c'est pas toujours le climat, ça peut être aussi la simple réduction des consommations d'énergie, ça peut être d'éviter les gaspillages. Plus souvent, on voit quand même c'est associé à la question de la réutilisation ou de la production d'énergie renouvelable. Souvent, mais pas toujours, la communauté énergétique est associée et considérée comme une alternative au marché, c'est-à-dire qui permettrait d'autres modes de coordination des échanges d'énergie que des modes marchands. Et parfois, la communauté énergétique est associée à l'idée de proximité spatiale, et implicitement aussi de relations interpersonnelles entre les membres, de relations qui ne sont pas que virtuelles. Voilà. Donc, en revanche, ce terme est utilisé sans préjugé d'un statut d'organisation, d'un statut juridique de l'organisation qui viendrait incarner la communauté énergétique. Deuxième précis. Alors, pourquoi est-ce que finalement aussi, pourquoi est-ce qu'on consacre ce séminaire-là? Pourquoi il nous semble important? La raison, c'est que plusieurs directives européennes ont introduit ces 2 dernières années la notion de communauté énergétique et demandent aux États de l'Union européenne de traduire cette notion-là dans les textes qui encadrent les politiques nationales de l'énergie ou les politiques nationales de transition énergétique. Ça a eu pour effet, plutôt parallèlement en France, on a eu un débat sur les communautés énergétiques au niveau du Parlement autour d'un dispositif assez singulier qui est un dispositif qui s'appelle l'autoconsommation collective, qui avait été, me semble-t-il, évoqué dans une loi de 2017 et ensuite dans une ordonnance et qui a fait l'objet de précisions dont je parlerai tout à l'heure. Alors, du coup, finalement, ces directives conduisent à une certaine forme d'institutionnalisation de la notion de communauté énergétique, institutionnalisation qui, évidemment, s'explique par l'urgence climatique, s'explique aussi par l'idée, en tout cas du côté du monde économique, l'idée qu'il faut pouvoir mobiliser l'épargne des citoyens et pas seulement celle des entreprises. Et puis une troisième idée qui est surtout liée aux éoliennes, donc aux windmills, wind power, c'est l'idée d'acceptabilité des infrastructures éoliennes dans les territoires. Et là, un grand nombre d'acteurs
essaye maintenant d'impliquer économiquement des membres, des habitants du territoire dans ces projets d'éoliennes. Donc, dans une logique, là, on va dire, d'acceptabilité du déploiement d'infrastructures. Voilà. Alors, après, on connaît bien ce que c'est que l'institutionnalisation. En général, ça se traduit par ce qu'on appelle un verrouillage, locking in English, un verrouillage qui va en fait constituer un peu un moment de resserrement où les choix qui seront faits viendront restreindre les possibilités, en offrir peut-être de nouvelles par rapport à la réglementation actuelle. Et ce resserrement, ce verrouillage fait l'objet évidemment de conflits d'intérêts importants entre différentes parties, différentes visions aussi. Pour les acteurs du monde économique et notamment de l'ingénierie, ce resserrement peut être l'occasion de faciliter le développement, le déploiement de nouveaux produits et de nouveaux services marchands. Pourquoi? Parce que le verrouillage, la restriction juridique ou la précision juridique de la communauté énergétique va permettre de réduire les risques juridiques autour de cette notion-là et donc autour des projets de développement d'énergie renouvelable. Ce verrouillage va aussi permettre une standardisation, puisqu'on resserre la façon dont on définit l'objet. Et qui dit standardisation dit aussi économie d'échelle. Ça, c'est le point de vue d'un certain nombre d'acteurs économiques. Maintenant, si on regarde un autre point de vue, peut-être celui des acteurs de la société, des citoyens, des mouvements sociaux, il peut être très différent puisque le terme communauté énergétique peut être considéré comme une rupture avec la globalisation, donc avec des logiques de marché qui viendraient organiser, donc proposer d'autres modes d'échange que ceux qui sont d'échange de l'énergie, que ceux qui sont définis par le marché. Et puis aussi, c'est un mouvement associatif qui vient porter, qui considère que l'autoconsommation collective peut être l'occasion d'apprentissage de la rareté, hein, puisque l'énergie, notamment solaire et éolienne, elle intervient à des moments précis, on peut la produire à des moments précis, et elle n'existe pas à d'autres moments. Et donc, si on vient rapprocher la production de la consommation, le consommateur pourrait être beaucoup plus sensible à la rareté de l'énergie et davantage impliqué dans une logique de sobriété. Et vous voyez bien la contradiction, parce que s'il y a beaucoup plus de sobriété, ça veut dire que peut-être qu'on aura moins d'argent pour venir, moins de demandes pour venir financer des infrastructures de production d'énergie renouvelable. Donc on voit bien une tension forte entre ces deux acceptions, celle du développement de nouveaux produits et services et celle d'encouragement de la sobriété et de sortir des logiques de marché. Même si on va trouver évidemment des articulations, mais là, voilà, entre les deux et des complémentarités. Autre opposition, elle est entre ce qui relève de la gouvernance publique et ce qui relève des communs. Bon, je ne vais pas faire un topo maintenant sur les communs, mais vous savez que c'est un mouvement important qui se développe. Beaucoup de listes électorales ont utilisé ce terme-là. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Grenoble, dans les débats là, sur les élections municipales. Et c'est juste là révélateur d'un mouvement un peu de fond sur une autre forme d'organisation de la société, donc une forme qui serait davantage basée sur les communs. Je ne rentre pas dans ce vaste débat, mais simplement, juste je voudrais souligner que ça pose un problème pour les collectivités locales qui sont un peu gênées par cette notion de commun, en tout cas une partie d'entre elles, parce que finalement, ça remet en cause aussi peut-être la démocratie représentative. Ça remet en cause aussi, quand on regarde les réseaux, l'idée d'un contrôle public
des réseaux d'énergie qui viendraient s'opposer à un contrôle privé ou un contrôle semi-public-privé qui, lui, serait l'ordre des communs. Voilà. Autre opposition, enfin autre questionnement, elle porte sur les échelles de solidarité. Vous savez que le réseau, que ce soit le réseau d'électricité ou les réseaux de chaleur, joue un rôle de solidarité dans le sens où ils vont créer des interdépendances entre les consommateurs et du coup, ces réseaux sont guidés par un peu de grands principes, un principe d'équité, voire parfois de justice sociale et de redistribution. Et aussi, voilà, et aussi, on attend de ces réseaux une certaine efficacité. Et donc, se pose aussi à long terme, si ces dispositifs d'autoconsommation se développent, autoconsommation individuelle, autoconsommation collective se développent, un problème de financement des réseaux publics et du coup de maintien de leur fonctionnement. Et à travers ce qui a fondé les réseaux, bah, c'est justement la résilience des réseaux, hein, et la solidarité. Et donc on voit bien que si se développe davantage d'entités relativement autonomes sur le plan énergétique, il y aura nécessairement des interrogations sur le maintien de ces fonctions-là à une échelle nationale pour l'électricité, à une échelle métropolitaine ou locale pour la chaleur. Voilà, donc tout un tas de questions qui sont levées par cette notion de communauté énergétique. Je vais passer maintenant, là j'exprimais, si, je vais peut-être résumer ça en anglais, excusez-moi. So, I summarize what I said in English. So energy communities occupy a growing place, an increasing place in the international scientific literature. All definitions agree that is a set of factors sharing a common objective or a common project relating to energy. Some authors associate sociopolitical characteristics and in particular a type of internal governance with this set. So the decision-making process must be, in this case, democratic, sociocratic, or holistic. Still, other authors use the expression energy community when the actors have made only a mutual commitments. So that's not the political dimension of energy communities is discussed in social science, but few in engineering science. The notion of energy community remains poorly defined in terms of size, spatiality, institutional degree, and the scope of energy action. In summary, energy communities occupy a growing place in the international scientific literature. So all definitions. Oh, okay, so it's a mistake. The notion. Nonetheless, the expression has been widely used in recent years in the political and media spheres, in both English and French. It refers to the action of citizens' collectives and to environmental goals around renewable energies and sometimes sobriety. It retains an alternative dimension to large companies, sometimes, but only sometimes, a local one, but cover a wide variety of institutional statuses. So why talk about it now? Because they're an international term. European directives oblige the states to define a part of the energy policy dedicated to energy community. This marks a characteristic momentum of lock-in, if we consider the movement of diffusion of innovations, and is a prerequisite for an expansion or even a generation of energy communities. And this locking
is a source of sharp conflict, interest conflict, sharp conflicting interest between market or common point of view, between public versus common governance, or between the different scales of solidarity and equity regarding energy network. And it also questions the funding and long-term operating reliability of networks. So now we will see the point of view of engineering sciences. Okay, thank you. So in English, also our international colleague can be implicated in the discussion. I would say this conference is mainly a social science conferences, but our objective was to make the connection with engineering and applied energy. In this field, the new conceptual, the new technological concepts are oriented on smart buildings, smart grids, microgrids. So we have all those new paradigms and technologies that are emerging. And if you look at the literature of engineering, you will see emerging research and emerging communication regarding energy communities, but I would say it is emerging. But it will probably grow with this possibly at the end of the emergence of what we can call an Internet of Energy, in which we will have to integrate new systems that will produce local renewable energy, new distributed systems. The main fact is that the technical solution must now integrate the emergence of new hybrid actors like prosumers. It means even the final consumer of energy is now has now the possibility to become a producer of energy, and this for sure will give the opportunity, the necessity to find to propose new kind of technical systems. Also, all those new perspective of mutualization of exchange of energy, well characterized and by the social science, will for sure modify the technical vision that we should have, that we must have of the system, with the emergence of new actors like national or regional cooperatives. Especially here, you have this picture with ENERCOP. We will have a publication studying what happens in those kind of new actors. We will have also peer-to-peer exchanges. The question is, what will it modify regarding engineering technical solutions? I have to say that it is emerging, but in my lab, I have more and more connections, demand of studying new software, new component solutions for those new kind of for this new way of producing on exchanging energy. And of course, also the historical actors will have to have look on all those questions. Maybe from the point of view of engineering and applied science of energy, the key question is this new compromise that must be found between between a centralization and a centralized way of producing energy and a decentralized way of energy. And this will arise new questions illustrated by this kind of pictures. Again, new actors, consumers will be stakeholders of the systems on this, from the design
to the use of energy, and we will have to imagine new system in which more and more final users must be in the loop of the design, must be in the loop of the use of energy, and this arises new way of producing and exchanging energy, like it is illustrated here, in which you have final citizens in cooperatives that are involved to define the system, to specify the system, to invest in the system, and we have to propose for them technical solution so that I can study the investment, so that I can, after that, use the energy with questions like flexibility, demand response, in which they will be active stakeholders. So, again, a first analysis would be to say, from a technical view, there is no novelty. In fact, the novelty will really come from this new regulation law. Here you have this regulation law of France of 2017 that allows collective self-consumption by using the public network. You have also all those new directives coming from Europe. And this is really, for me, a starting point that allows the emergence of new rules, new actors that after that will need new technical solution. What kind of new technical solution? They need new simulation and optimization tools regarding this new problematic, new compromise, new technical rules. Probably there will be an impact on the development of content and system for energy, for production of energy and storage. As we will see it in the conference, the main novelty concerns software novelty, linked especially to questions like certification with technical solutions like blockchains. And after that, you will have to introduce also new solutions for making the decentralized control of the energy, with questions like the key of repartitions of the local produced energy. And this problem becomes complex and need probably technical solution to assist all the stakeholders to manage the complexity on this in interaction with new social networks, and energy communities means social networks. And you know, social networks are managed with technical solutions that allow this social network to work, even if we know that not everything is done in the technique, but technique is a catalyzer so that all this dynamic can emerge. And this for design and management of energy, so we need new tools, new technology from planification to anticipative and reactive management of energy, a different physical scales in time and space, different scale in time, since we go from investment to the use of energy in the next days or in the next hours, in space, of course, because we have to consider, of course, the local space level, but that has to be coordinated after that at a regional scale, and after that at national or even continental scales, with all those new players that are prosumer energy communities. Why engineering and technology? Because we have to manage the complexity with this problematic of energy that we will be intermittent. We will have to manage the compromise between cost and environmental impact. And when we say renewable energy, when we say more and more stakeholders, it means more and more complexity, for which we need new solutions, new technical solutions for for helping all the stakeholders. Again, the need to decentralize is probably an opportunity for valorization of local produced renewable energy, but it's also a complexification factor, which we probably will need new
technical solution to again help all the stakeholders. And of course, all those solutions have to take account into new constraints, ethical constraints, privacy, because there will be no solution in which the final consumer will play if there is no strong guarantee regarding the ethic question, the privacy, and ergonomy is also fundamental because people have to be involved. People must understand. If there is no understanding, there will be no involvement, and people will reject the possibility that could emerge. Okay, that's all for me. Now, I think Gilles will try to give a definition of social science, of collective autoconsumption seen from social science, and after that, we will give again François Ménard will introduce our invited speaker of today. Okay, Gilles, I don't hear you. I don't know if your microphone is open. Okay, just a short slide to describe the French collective self-consumption regulation. So it's right. It's already right in English. So English speaking people can read it in English. I will just shortly explain it in French. Voilà quelques principes là, du dispositif d'autoconsommation collective. Hein. L'idée de base, c'est qu'un ensemble d'acteurs qui peuvent être des ménages, des petites entreprises, mais aussi des autorités publiques ou autres, qui souhaitent participer dans une opération d'autoconsommation collective vont se réunir et créer une personne morale, c'est-à-dire en français, une personne morale, c'est une entité juridique qui peut être associative, entreprise ou autre. Ça peut être aussi d'ailleurs une personne morale existante, c'est pas nécessairement une personne morale nouvelle, qui va être en charge du partage et surtout de la répartition de l'électricité qui est échangée donc entre des membres qui seraient producteurs d'électricité et d'autres membres qui seraient des consommateurs d'électricité. Parce que chacun des membres doit être connecté donc à travers le compteur au réseau public, et c'est officiellement sur le réseau public que ces échanges vont se faire. Je dis officiellement parce que même dans une copropriété, par exemple dans un habitat collectif, les électrons vont pas, d'ailleurs ils ne le feraient pas non plus autrement, pas nécessairement passer par le réseau public, ils vont probablement rester à l'intérieur de cette copropriété, mais néanmoins ils seront comptabilisés comme entrant dans la partie publique du système énergétique et sortant lorsqu'ils sont affectés aux consommateurs. Voilà le principe. Une grande variété, la loi ne prévoit pas de statut particulier pour qualifier la personne morale qui va être en charge de la répartition et de l'information auprès du gestionnaire de réseau de la façon dont cette énergie produite in situ sera répartie aux différents consommateurs membres du collectif d'autoconsommation. Ça, c'est pour la relation avec le DSO. Le DSO informe lui-même les fournisseurs d'électricité, puisqu'en France, les fournisseurs d'électricité sont concurrentiels sur quasiment la totalité des consommateurs d'électricité, des compteurs. Donc, le fournisseur, lui, va déduire la part de l'électricité qui a été déclarée comme venant du collectif, va la déduire de la part de l'électricité, de l'ensemble de l'électricité qu'il va facturer. Donc la facture vis-à-vis du fournisseur va être plus faible.
Par ailleurs, ce qui n'est pas écrit là en anglais, la personne morale va organiser comme elle le souhaite, les flux économiques entre les producteurs et les consommateurs sur la partie de l'électricité qui est produite in situ. Voilà. En revanche, les taxes qui financent le réseau, mais aussi les taxes sur la valeur ajoutée, elles vont être comptabilisées sur l'ensemble de l'électricité qui a été consommée par le consommateur, qu'elles viennent du réseau et du fournisseur ou qu'elles viennent du collectif d'autoconsommation. Voilà. En général, l'énergie produite par la communauté est allouée selon un ratio dynamique, c'est-à-dire que à chaque instant, ça marche par incrément de 10 minutes, l'énergie est affectée, l'énergie autoproduite collectivement, est affectée en proportion de la quantité d'énergie consommée par chacun des membres du collectif. Voilà, ça c'est un peu l'usage, mais d'autres types de ratios peuvent être définis par la personne morale et précisés au gestionnaire de réseau. Voilà pour ce détail technique. On peut peut-être maintenant donc laisser la parole à François Ménard et Bruno Bessis qui vont nous apporter un point de vue de l'administration gouvernementale nationale qui est en charge des politiques territoriales d'urbanisme et d'habitat notamment. À vous, François. Thank you. So we're talking about energy sharing, about energy exchange, about the place and the part of consumers, cities and prosumers. But there is something which operate a sort of linkage between all these entities. They call it territory at different level, at different scale, but more specifically at the level of the district, of the neighborhood, the small-sized urban area. It's the reason why we have invited Bruno Bessis, who is a former French coordinator of eco-district policy in French, and who is right now in charge of development of professional network for more sustainable cities, French Ministry of Ecological Transition. So, Bruno, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Je suis là. Voilà. La question que je voulais te poser, c'est tu as pris connaissance il y a quelque temps de ça et ce matin des principaux axes de réflexion qui vont guider ce webinaire. De quelle manière ça fait écho à la politique qui est menée aujourd'hui par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages que tu représentes auprès de nous aujourd'hui et qui a en particulier en charge la politique de transition écologique sur l'ensemble du territoire français en relation avec les collectivités à différentes échelles. Thank you very much, François. Apologize, but I will speak in French. It will be easier for me to answer this question. Donc effectivement, je représente le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et ce webinaire arrive à un moment très important pour répondre à ta question, François. Nous venons de fêter les 10 ans du plan Ville durable, c'est-à-dire 10 ans pendant lesquels le ministère a développé un certain nombre de programmes, a développé des concepts, des référentiels, des outils. Je pense notamment aux écoquartiers, je pense aux écocités, je pense aux démonstrateurs industriels de la ville durable. Donc 10 ans pendant lesquels les acteurs, tu as parlé de réseau d'acteurs, 10 ans pendant lesquels les acteurs publics, les acteurs privés ont travaillé sur ce sujet de la ville durable pour faire émerger des nouvelles formes de
de conception, de réalisation et de gestion des villes. Pourquoi c'est un moment particulièrement important, ce 10 ans du plan Ville durable? Parce que on sort d'une crise majeure. Tout le monde le sait. On nous dit, on sait qu'il faut accélérer les actions, que 10 ans de travail c'est bien, mais que maintenant il faut accélérer ce que nous avons fait, il faut développer, il faut passer à une autre échelle, il faut mobiliser l'ensemble des collectivités et mobiliser l'ensemble des pays. Et pour y arriver, on sait qu'il faut qu'on travaille sur un certain nombre d'innovations. Dans les enjeux clairement identifiés par le ministère et par le gouvernement, il y a les enjeux de lutte contre le changement climatique, de sobriété et de vie inclusive. Tous ces sujets-là nous amènent à travailler sur ce sujet, et pas que la sobriété. Tous ces sujets-là nous amènent à travailler sur ce sujet de la production, la maîtrise, la production, l'utilisation des énergies renouvelables. Le constat que je fais après 10 ans de travail sur ce plan Ville durable, puisque je suis ce plan Ville durable depuis son lancement, c'est que on arrive aujourd'hui aux limites de ce que l'on savait faire. On a développé beaucoup d'outils, je le disais, mais aujourd'hui, on a besoin des réflexions lancées par ce webinaire pour changer d'échelle, pour proposer aux collectivités des outils nouveaux. Et ce à quoi je pense, notamment, c'est je parle du contexte des villes françaises, mais il n'y a pas qu'en France. Évidemment, on est vraiment dans un contexte de reconstruire la ville sur la ville, si je puis dire, mais je veux dépasser ce terme de reconstruire la ville sur la ville. C'est plutôt de rénover nos villes, réhabiliter nos villes, travailler sur le tissu urbain existant. Et pourquoi ce webinaire est très important? C'est parce qu'on sait, notamment dans nos villes anciennes, que dans le tissu urbain existant, dans les villes historiques, on va avoir du mal à produire ces énergies renouvelables. On a du mal parce qu'on ne peut pas mettre des panneaux photovoltaïques partout, parce qu'on ne peut pas poser des éoliennes. On va avoir du mal. On ne va pas pouvoir utiliser l'énergie du sol. On a du mal. Et cette idée d'ouvrir les échelles, c'est-à-dire de se dire que, tiens, les quartiers neufs environnants ou les constructions neuves pourraient aussi alimenter, dans le cadre de ces communautés, pourraient venir alimenter les quartiers existants sur lesquels on travaille, et quartiers existants que l'on veut restructurer et rénover. Là, on sent bien l'ouverture que ces réflexions vont nous donner. Comment on va pouvoir mixer, comment des quartiers neufs vont pouvoir alimenter les quartiers anciens et comment on va pouvoir raisonner à l'échelle finalement du territoire. Et pour ça, le gouvernement s'est doté d'un nouvel outil qui est une association, on parle de la structure, l'association France Ville Durable qui a été créée en début d'année, dont le mérite est d'avoir une gouvernance très large, donc une gouvernance qui s'appuie sur 4 collèges, un collège État, un collège collectivité, un collège entreprise, un collège expert. Tous les acteurs de la ville durable, sauf les citoyens, sauf la société civile, qui est un sujet un peu à part. Je parle des 4 acteurs État, collectivité, entreprise, expert, sont au sein de cette association France Ville Durable et vont réfléchir et travailler ensemble sur des nouvelles solutions. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il faudrait bien sûr faire un relais entre ce qui est lancé dans le cadre de ce webinaire et France Ville Durable qui pourrait très bien mettre en place un groupe de travail en lien avec ce webinaire et qui aurait pour vocation, ce groupe de travail, de diffuser l'information auprès des collectivités, auprès des entreprises, auprès des experts, en tout cas diffuser, inciter les acteurs publics et privés à travailler sur ce sujet et encore une fois changer d'échelle quand on parle de villes et territoires durables et mobiliser encore plus de collectivités et de territoires. Bien, merci Bruno. Tu évoques cette structure France Ville Durable et tu signales que ça accueille donc 4 grands types d'acteurs, mais pas tellement les acteurs de la société civile. Oui.
Or, aujourd'hui, les politiques publiques à l'échelle locale ne peuvent plus ne pas considérer les citoyens, pas simplement en tant qu'électeurs, pas simplement en tant qu'habitants ayant des compétences d'usage, mais aussi en tant que producteurs d'énergie à partir de leur habitation, individuellement ou collectivement. Aujourd'hui, quand on fait le bilan de 10 ans de plan ville durable, est-ce que tu penses que la place des citoyens dans le développement urbain durable a évolué? Et si oui, est-ce qu'il ne faut pas leur faire encore plus de place? Est-ce qu'elle a évolué? Oui, considérablement. Quand je pense à la façon dont on parlait de la simple concertation il y a 10 ans et comment aujourd'hui on parle de co-construction avec les citoyens, avec la société civile, comment on parle de participation, comment on dit que les habitants, citoyens, usagers doivent redevenir acteurs de leur quartier. Oui, le changement, disons, pour moi, il est fondamental et il est irréversible. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a une conscience, je crois, évidente, et j'espère que les élections municipales qui se finalisent bientôt vont vraiment aller en ce sens et conforter, confirmer la place des citoyens. Je porte la démarche écoquartier au sein du ministère depuis 10 ans et quand je dois présenter cette démarche écoquartier, je dis toujours qu'il y a 3 piliers indispensables sans lesquels il n'est pas envisageable de se lancer dans une démarche écoquartier ou territoire durable. Il y a 3 piliers sur lesquels on doit s'appuyer nécessairement, mais c'est vrai aussi pour ce dont on parle là, comment on forme ces communautés. Les 3 piliers indispensables sont pour moi le pilier politique. S'il n'y a pas de politique volontariste des élus, on n'arrivera pas à mettre en place des dispositifs, on n'arrivera pas à faire des écoquartiers, on n'arrivera pas à mettre en place des dispositifs comme ces communautés, ou difficilement. Premier pilier, donc les élus. Deuxième pilier, c'est le pilier technique. Il faut des techniciens de collectivité, mais il faut des entreprises, il faut du savoir-faire technique. Et le troisième pilier, c'est celui des citoyens. Il faut une mobilisation. On ne fait pas un territoire durable, on ne fait pas un écoquartier, on ne crée pas des communautés s'il n'y a pas une volonté des citoyens, s'il n'y a pas un engagement des citoyens. Donc, oui, le paysage a changé en 10 ans considérablement, et cette conviction, elle est, je pense aujourd'hui, complètement ancrée dans les politiques du gouvernement et du ministère. Et je reviens sur les 3 enjeux que j'évoquais pour le gouvernement quand on parle de ces politiques et de la promotion de la transition écologique. Je parlais de villes inclusives, je parlais de villes de changement climatique, de villes résilientes, je parlais de sobriété et de villes inclusives. Dans la ville inclusive, alors c'est aussi l'inclusion au sens où dans cette ville inclusive, il y a cette participation citoyenne. Aujourd'hui, la ville, les territoires doivent se faire avec les citoyens. C'est pas une option, c'est une nécessité. Et je crois qu'elle est aujourd'hui largement partagée au sein du gouvernement. Merci Bruno. On va prendre quelques questions des participants, si tu veux bien. Ils ont été invités à s'exprimer. En attendant que les questions arrivent, je voulais revenir sur ton dernier point, sur l'idée que ce plan ville durable et cette politique des écoquartiers ne pouvaient se faire en étant indifférent à la question de l'inclusion sociale. Et tu décris l'inclusion sociale à la fois sur le plan civil, la participation des citoyens, mais aussi de lutte contre l'exclusion. On aurait pu parler de la précarité énergétique. Aujourd'hui, est-ce que la politique des écoquartiers a produit un certain nombre de résultats mesurables ou en tout cas évaluables dans cette dimension-là de la vie durable, c'est-à-dire sa dimension inclusive? Ah oui, complètement. C'est un apprentissage quasiment au quotidien sur ce sujet des écoquartiers, mais
les évaluations qu'on a faites de ces projets d'écoquartier qui, pour la plupart, sont des opérations complexes. Alors, une information pour les auditeurs, il y a aujourd'hui quasiment 600 quartiers labellisés écoquartiers en France métropolitaine, outre-mer. C'est une démarche qui est en train de se développer en Amérique latine, en Colombie, au Mexique. C'est une démarche qui est en train de se développer également en Afrique, avec les pays africains qui souhaitent développer leur label écoquartier qui serait un petit frère, un cousin du label écoquartier français. Ça se développe également en Asie. Donc aujourd'hui, il y a un partage d'idées autour de cette démarche écoquartier. Et ce qu'on en a appris en 10 ans sur des sujets, sur des opérations, comme je te le disais, complexes, c'est que lorsque ces quartiers ont abouti, lorsqu'on a eu des opérations qui sont arrivées à leur terme, avec des résultats tangibles, mesurables, visibles, c'est qu'il y avait une mobilisation citoyenne. C'est que le projet, que la gouvernance mise en place par les élus, par la collectivité, la gouvernance s'est mise en place aussi avec les citoyens qui ont été très tôt impliqués dans les projets, sur leurs besoins, sur leurs attentes, sur la façon dont ils imaginaient, dont ils rêvaient leur territoire, comment ils se projetaient dans l'avenir. C'est à ces conditions-là que les projets complexes ont pu émerger. Quand je parle de projets complexes, je parle de projets qui ont été faits dans les quartiers en rue. Pour les auditeurs français, quartiers en rue, vous savez ce que ça veut dire. Pour les autres, s'ils me comprennent, et encore une fois, toutes mes excuses pour ce discours en français, c'est des quartiers classés comme quartiers difficiles dans lesquels le gouvernement investit beaucoup d'argent public au travers d'une structure qui s'appelle l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, beaucoup d'argent public pour réhabiliter, rénover, redonner une dynamique à ces quartiers. Et donc, les écoquartiers les plus... Je t'en prie. Je t'en prie, François. Oui, non, c'était pour permettre de prendre des questions. Oui, tout à fait. Baba. Ok. Alors, il y a des observations et des questions. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de citer les auteurs des questions. Je vais le faire. Mais il y a Marie-Christine Zellem qui nous rappelle que l'inclusion, c'est aussi la symétrisation des savoirs et des compétences. Hein. Ça n'est pas simplement l'intégration de la participation en tant que sujet de droit. Ça n'est pas simplement l'attention à la condition sociale et aux revenus de ceux qui participent à ces projets, à ces opérations qui vivent dans ces quartiers. C'est aussi une manière d'envisager la relation aux citoyens de façon un petit peu différente, et donc sa remarque s'affiche. Alors ensuite, il y a des questions de compréhension par rapport plutôt au propos de Gilles sur l'autoconsommation collective d'énergie en France, et je vais me permettre de prendre une petite minute pour y répondre. Alors, dans l'autoconsommation collective, il y a l'obligation, Gilles l'a rappelé, de la formation d'une personne morale organisatrice qui réunit producteurs et consommateurs. C'est une structure fournisseuse, mais ça n'établit pas un lien commercial ou clienté, ou un rapport fournisseur-client entre des producteurs d'un côté et des consommateurs de l'autre. En droit français, comme ailleurs dans l'Union européenne, un fournisseur d'énergie est astreint à un certain nombre d'obligations de continuité, de qualité de services énergétiques, ainsi que des tarifs de première nécessité. Les installations d'autoconsommation collective d'électricité ne sont pas astreints à ce type d'obligation et du coup ne participent pas au monde des fournisseurs. Alors, nous a été demandé si du coup cette énergie pouvait être revendue à un acteur autre que EDF. Là, aujourd'hui, en tout cas en droit français, il y a deux modalités. Il y a ce qu'on appelle l'injection, donc la revente à un fournisseur d'électricité, et c'est le distributeur qui donc mesure les flux qui sont conventionnellement autoconsommés et qui sont injectés. Et l'autre modalité, c'est l'autoconsommation sous sa forme individuelle. Ça ne passe pas par le réseau public, il n'y a pas de transaction avec un tiers, ou collective, et là, elle est partagée et déduite des factures produites par les fournisseurs d'électricité.
Alors, il y a une question de Gilles de Bizet. Gilles, je te laisse peut-être reprendre la parole et l'animation en mettant ton micro. C'est mieux, hein. C'est mieux avec le micro. On va reprendre peut-être on a bien noté les deux questions, hein, les deux nouvelles questions, une en anglais et en français. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne le fil de la présentation pour introduire finalement le contenu même du débat. Peut-être avant un mot pour dire, donner nous excuser hein, de la participation de Cyril Martin-Lagarde et d'Andreas Riedinger, qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et donc, on reporte on va organiser une session spéciale avec eux. Vous serez informés, tous ceux qui sont enregistrés seront informés du moment de cette session spéciale. Donc quelques éléments sur la conférence et on répondra ensuite aux nouvelles questions posées. Voilà. Quelles sont les hypothèses? I continue to speak French because the slide is in English. Apologize for English speaking. Quelles sont les hypothèses de ce cycle de séminaires? C'est le retour d'une certaine proximité, mais aussi de la circularité dans la relation entre extraction de l'énergie, que ce soit du sol, de l'air ou de l'eau, la consommation mais aussi le rejet, puisque un certain nombre de travaux commencent à s'intéresser non seulement à la consommation, mais au rejet des énergies dans le milieu sol. Ça, c'est un retour important. Deuxième hypothèse que l'on fait, c'est que on considère les énergies communities comme une médiation entre production et conception, c'est-à-dire finalement une définition assez ouverte. On ne préjuge pas d'un mode de politique d'organisation de la communauté, et on verra qu'il y a des présentations où la délibération est assez peu poussée. Donc c'est une définition assez ouverte de communauté. Et puis on met, du fait de de la complexité que ça amène, notamment pour l'ingénierie, on met un focus sur les questions de partage de l'électricité qui est produite in situ. Donc partage avec des consommateurs qui sont relativement proches. Voilà. Donc un léger resserrement. Mais ce resserrement, toutes les communications ne sont pas resserrées là-dessus. Notre souhait, c'est d'avoir des éclairages, par exemple aussi sur des questions sociopolitiques, d'organisation du pouvoir, de la décision et de l'espace au sein de collectifs qui seraient simplement des collectifs de production d'énergie renouvelable ou des collectifs des communautés de consommation d'énergie renouvelable. Voilà, ça nous amène à un peu une philosophie de recherche. Je ne sais pas si j'esquisse ici un programme de recherche pour les prochaines années, en tout cas de recherche. On considère qu'il y a un besoin de recherche multidisciplinaire, qui soit à la fois propre à chaque discipline, mais qui soit aussi en discussion entre les disciplines, parce que les défis sont là, les défis scientifiques sont là. Sont souvent dans l'interstice entre différentes disciplines. Et puis, ce qui nous semble important, c'est de sortir des cadres nationaux, et c'est pourquoi on organise essentiellement ce colloque en anglais, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Pour les Français ont aussi beaucoup de choses à apprendre, et réciproquement, ce qui se passe en France, ça peut être intéressant par ailleurs. Et c'est par cette approche transnationale qu'on pourra faire progresser la connaissance. Connaissance sur les projets, hein, les terrains, l'observation, mais aussi ça peut être la mesure d'énergie, des propositions de modélisation en fait propres aux sciences sociales, mais aussi aux sciences de la conception. Imaginer des supports, des outils d'aide à la décision,
avec une démarche qui nous est chère, c'est celle d'avoir des outils open et de les mettre à disposition de toutes les communautés qui s'y intéresseraient. Sans doute aussi des recherches actions et des recherches partenariales. Et puis, comme on va aussi, et on le verra dès cet après-midi, parler de régulation, se pose la question en fait d'une transformation des régimes socio-techniques de l'énergie, peut-être aussi des régimes socio-techniques, du régime socio-technique de production de la ville. Voilà ce qui nous semble être un certain nombre de thématiques qui doivent être abordées. Donc je passe à la diapo suivante, ce qui fait que si on regarde un panorama un peu simplifié du colloque, on s'intéresse aux énergy communities avec un focus sur celles qui partagent, et puis des focus, des points d'entrée sur les régulations, sur les pratiques des habitants ou des différents acteurs, sur les projets coopératifs qui sont montés dans un esprit coopératif, mais aussi les coopératives qui jouent un rôle d'intermédiaire dans les apprentissages collectifs, d'intermédiaire aussi entre les projets territoriaux. Les liens avec les dimensions spatiales, on le verra à la fois, je dirais, sur un plan interne, mais aussi sur le plan du projet urbain, des politiques urbaines. Des présentations d'outils d'aide à la décision, donc plutôt des outils quantitatifs portés par le monde de l'ingénierie, par la recherche en ingénierie, et des présentations d'expériences de Living Lab qui impliquent des chercheurs et qui sont autant des lieux de tests et d'outils que des lieux d'observation des relations sociales. Voilà, ça conduit au programme. Je ne vais pas le répéter ici parce que vous avez, si vous êtes inscrit, c'est que vous en avez pris connaissance. Voilà, je laisse simplement sous les yeux pendant qu'on puisse répondre à vos questions. Non, peut-être on va quand même dire un mot. We have to thank the scientific board and the organizing committee. Vous avez ici la liste des membres. Nous les remercions vivement d'avoir contribué à la sélection à l'évaluation des propositions, des 28 propositions qui nous sont présentées. Et puis maintenant, avant qu'on réponde à des questions, je laisse la parole à Fred qui va expliquer un peu le déroulement, et puis aussi la suite qu'on souhaite donner à ce cycle de webinaires. Okay, thank you. Maybe we will go quickly to have time to answer to your questions. Concerning the practical questions, you will have a link to access to all the webinar to which you are you have made an inscription. We are recording the session, video on chat for later access, maybe on a YouTube channel. And for this, we need for all the talks the agreement of the people. As you have seen it, we try to make an international conference, what is not so easy. So what we propose to you is to have talks in English or in French, and we ask to the speaker to produce slides in the complementary language. There is a question of the visibility of the production of this conference after the conference. So we are searching an opportunity for publicating the paper. This is not accomplished, so we will continue to discuss with all the authors to find a possibility to publish the paper. We will also try to find a solution for the perennity to the access of the video, even with solution to which DOE will be associated to the video. So again, we had a lot of work, and I will associate to Gilles to thank all, especially the member of the technical committee, because it was not easy to prepare this conference as a webinar conference.
but the technical committee is continuing to work to answer to all those questions. Maybe some words about the spirit of the conference. It is mainly a scientific conference, but we have also some feedback of operating actors of energy, stakeholders, local authorities. So we will try to have a practical vision of, again, stakeholders of the practical field. And of course, we are also interested by all your suggestions, your wishes, because our idea is to see if there is an opportunity to continue after this series of web conferences. And maybe one last thing. Initially, our idea was to make a conference in Paris, in presential, but due to the crisis, we had to imagine this new way of making the conference. And we hope that maybe it will be a start for perennity and maybe continue on the web, or maybe define a next event. But this will depend on the feedback we will have of all the participants. And we are also thinking about a web forum to continue the discussion if we feel that there is a wish and a need for this. So maybe we can now, and I invite François to come back to the discussion. Gilles also, we can now answer to the question, to a selection of some questions from the audience. So maybe François, I to select one question, and after that Gilles, and after that me, and we can turn so that each of us select the questions that we can especially ask to the speaker of this meeting. We have a technical question for you, Fred. I think. What can be contribution of oil and gas sector to energy communities, and how it can impact energy transition? It's also a political question. Okay, you know, if you have a look to the energy transition, the gas will be probably a major stakeholder, because gas is at last the unique solution we have for the moment for making long-term storage, for making the storage of the overproduction of the summer to keep it and use it in winter. So the question is how the gas sector, how energy communities can contribute to the gas sector. We have one paper in the conference of colleagues of Nancy that are studying what a technology of gas, of production of hydrogen could be acceptable, could be appropriable by final user. So for sure, there is probably a question of maybe producing local gas, but there is also the question, of course, of using gas locally, and this make the connection with the heat, because one way to use gas locally will be probably to promote the use of cogenerator, that will make the connection between the gas network, the heat network, and the electricity network. So for sure, there will be a place. It's a question very... there is a lot of job to do, a lot of research, but probably we can think that there will be a place for local energy communities that should be involved in the production consumption of gas that could be consumed and probably produced locally. Thank you, Fred. We have a very short time to answer to your question, so we will take some of them, and maybe we can answer to them this afternoon or next session of this webinaire. Gilles, tu veux reprendre des questions?
Oui, je voudrais répondre à la question de Vincent Fristo, qui demande si il y a d'autres cas, enfin d'autres régulations en Europe relatives à proches de l'autoconsommation collective et si elles sont quelles modalités elles ont, si elles sont aussi contraignantes comme elles le sont en France, hein, au dire d'un certain nombre d'acteurs. Je prendrais juste le cas de la Suisse où il y a la notion d'autoconsommation collective, elle a été introduite sous la forme de regroupement de consommateurs propres, hein, RCP, qui vient remplacer ACC. Ça, c'est la version suisse romande, hein, je ne sais pas quel est le terme en allemand. En Suisse, une communauté énergétique peut avoir, enfin un regroupement de consommateurs propres peut avoir une seule connexion au réseau. Il fait le choix entre avoir que chaque membre ait sa connexion ou bien qu'il y ait une seule connexion. Ça change beaucoup l'organisation interne, hein, et bien sûr le rapport avec les fournisseurs. Il y aura au moins 2 communications qui porteront là-dessus dans les différentes sessions. Les deux se dérouleront, je crois, si mes souvenirs sont bons, le 30 juin. Okay. Je reprends la parole. Il y a une question qui concerne les apprentissages. Est-ce qu'on a des retours d'expérience sur la manière dont le fait d'appartenir à des communautés engendre des changements dans les pratiques de l'énergie au quotidien, notamment sur la baisse concrète des consommations? Alors, ça nous demande peut-être de dévoiler le contenu de futures séances, mais peut-être que l'un de vous deux peut dire un mot là-dessus. Alors, il y aura, à ma connaissance, au moins 2, peut-être 3 ou 4 communications, parce que je les ai pas, j'ai lu juste les résumés de la totalité, mais pas l'ensemble des communications. Donc, dans des ateliers qui concernent les pratiques. Il y a un autre qui concerne les consommateurs. Ça doit être un atelier en septembre et les pratiques, il me semble que c'est le 23 juin. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à maintenant, il y a assez peu de travaux qui décrivent ça. On a écrit avec Martha Papalardo un papier, pas exactement sur le sujet, mais assez proche, et il y a assez peu de publications, donc il y aura un état des lieux qui sera sans doute partiel qui sera fait. Une des hypothèses là, c'est que ce que j'avais exprimé tout à l'heure, c'est que la rareté, ou plutôt l'intermittence des énergies, autrement dit la rareté lorsque on ne produit pas d'énergie, viendrait pousser à des dispositifs d'effacement, enfin pousser à l'effacement de consommation. Je pense que le dispositif est trop récent pour répondre à ces questions. On a élaboré, dans le cadre du projet EcoCESA, et je vous invite à aller sur le site, un jeu sérieux qui permet de tester ça. Et on va développer ce jeu, on va utiliser ce jeu sérieux avec des habitants dans un immeuble d'autoconsommation collective grenoblois. On verra à ce moment-là quelles sont les réactions. Ce sera aussi le moyen de l'observer. Voilà. Donc, si je peux compléter, Gilles, il faudra qu'on revienne dans notre séminaire sur cette notion de communauté, parce que l'autoconsommation collective est une figure de la mutualisation locale de l'énergie, en particulier de l'électricité, mais des collectifs qui mutualisent leurs moyens pour concevoir, enfin pour créer des installations de production ou des formes de fourniture coopérative de l'énergie, je pense par exemple à Enercop, tout ça forme communauté, mais de manière assez différente. Donc, le retour d'expérience devra distinguer un petit peu déjà les différentes approches, on va dire, de coopération et de mutualisation en matière d'énergie en France et ailleurs. Et puis la deuxième remarque que je voulais faire par rapport à ces retours d'expérience, c'est que en ce qui concerne strictement l'autoconsommation collective d'électricité, on a aujourd'hui entre une quinzaine, une vingtaine d'installations
en état de fonctionnement aujourd'hui en France, qui donc, correspondent à ce que le droit français appelle l'autoconsommation collective d'électricité. Et la plupart d'entre elles concernent soit des bâtiments appartenant aux collectivités, soit des bailleurs sociaux. Donc les opérations d'autoconsommation collective d'électricité engageant des habitants propriétaires de leur logement ou propriétaires et locataires de leur logement sont encore très très peu nombreuses et le retour d'expérience très très limité. Tout à fait. Je voudrais rajouter un point sur cette question qui me paraît fondamentale, vu effectivement des sciences de l'ingénieur et de l'ingénierie. On a vu un certain nombre de projets de par le passé qui essayaient effectivement d'impliquer le consommateur, mais avec des projets d'ambition, des démonstrateurs. Mais essentiellement, le consommateur, effectivement, consommait de l'énergie et n'était qu'un consommateur qui consommait de l'énergie fournie via un distributeur par un fournisseur d'énergie. Je crois vraiment que et le retour d'expérience était que la valeur économique était faible. Je crois vraiment que cette capacité à quelque part colorer les électrons, même si effectivement physiquement on sait bien que les électrons qui sont produits ne sont pas nécessairement ceux qui sont consommés, mais cette capacité malgré tout à pouvoir coordonner sa consommation avec un moyen de production local réouvre le débat. Et il me paraît très important qu'on arrive à mesurer effectivement qu'est-ce que ça va changer dans les pratiques et qu'est-ce que ça va changer dans les imaginaires, et ça doit amener à revoir tous les résultats qu'on a eus en sciences de l'ingénieur sur l'implication de l'usager, puisque là vraiment, s'il s'agit d'énergie locale, ça va mobiliser sans doute des valeurs nouvelles telles que la production locale d'énergie, le fait de visiblement voir quel est le moyen de production. Tout ça doit être questionné pour savoir si effectivement ça fonctionne peut-être mieux que quand on demandait aux consommateurs d'être impliqués simplement en étant consommateurs d'une énergie dont ils ne voyaient pas l'origine ni la localisation. Ça me paraît une question très importante. Je pense. On est supposé s'arrêter à quelle heure? At noon. At noon. It means now. I think we can conclude. So I would like to thank everybody with that question and right question to the commentary page, to the chat. Sorry. Donc you know that most of the speaking will be in English, but a large minority will be in French. So everybody can continue to speak in his or her own language during the following sessions. So I personally thank everybody, and maybe Frédéric and François, if you would like to conclude, we can do it. I would say some words to thank the audience, to thank François, to thank our speaker with a very interesting contribution, and again to thank the advisory board and the scientific committee and the organization committee, and maybe François, if you want to say some words to conclude. No, thank you for this project. I think it will be very interesting. So we'll come back at 2 p.m. For the next session. I say that because some participants believe the next session is in July. So no, it's this afternoon and tomorrow. With Thomas Reverdy. Thank you very much, and see you soon. Bye-bye.